Salut YouTube, bienvenue dans cette rediffusion. Nous sommes le 6 avril 2026 et on est en plein dans un stream méga long, un stream de 7 heures. Et oui, on stream de 9h à 16h aujourd'hui, un stream spécial pour financer un petit peu la chaîne. Tout ce sub, tel est le nom de l'émission d'aujourd'hui. Une émission dans laquelle il y a pas mal de react, pas mal de discussions avec la communauté, pas mal de petites pépites de science ça et là. Et là, on est dans la partie news scientifique. C'est la seule partie que tu verras YouTube d'ailleurs. La seule partie qui sera en rediffusion. Donc voilà, je vais tout de suite me pencher sur le sujet. Un sujet qui nous vient de la communauté, qui nous vient d'une vieweuse dans le chat. On peut la remercier. Tanti Fanny, un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Tanti Fanny qui nous régale de cette news qui nous a été partagée du coup. National Geographic, c'est pas souvent qu'on traite des sources secondaires venant de National Geographic, mais pourquoi pas? Allez, une fois n'est pas coutume. Ça fait pas partie des médias que je regarde le plus, honnêtement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est à l'honneur? Eh bien, c'est un article sur la lignée humaine. Donc la lignée humaine, vous savez, cette grande famille de représentants dont nous, Homo sapiens, faisons partie, mais pas seulement. Il y a d'autres individus du genre Homo qui font également partie de la lignée humaine et même d'autres genres que le genre Homo. C'est ça qui est fou, la lignée humaine est très très grande. Elle a commencé il y a 7 millions d'années, c'est vous dire. Mais là, on va s'intéresser à des cousins qui sont quand même très proches de nous, qui ont malheureusement disparu, comme vous allez le voir, c'est avec le sujet du jour. Ce sont les Néandertals, appelés aussi Néandertaliens, on peut dire. Les hommes et les femmes de Néandertal. Qui sont-ils? Eh bien, j'ai parlé de plus proches cousins puisque, effectivement, on partage avec eux un certain nombre de similitudes. Déjà, Bobby Natchera, merci beaucoup à toi, qui a offert un sub à Rachida Dati Official. Bon, alors, je pense que ce nom de compte n'est pas aussi official qu'il n'y paraît, mais peu importe. Merci beaucoup pour le sub offert, merci pour le financement. Hey, il y a Ferdibi dans le chat! Incroyable! Ah, ça fait plaisir de te voir passer. Tiens, comment tu vas, Ferdi? Merci d'être passé, merci d'être là. Tu arrives au bon moment puisqu'on va parler d'une actualité. Nos ancêtres Néandertal, non pas du tout, c'est pas du tout nos ancêtres, c'est plutôt peut-être nos cousins, puisque je le rappelle, en fait nos ancêtres, oui, quelque part, puisque je le rappelle que nous, vous dans le chat, vous avez probablement dans votre ADN, eh bien, une fraction de gènes appartenant à Néandertal. Selon quelle est votre ascendance, selon vos origines, eh bien, il y a une chance qu'une fraction de votre ADN soit plus ou moins, encore une fois, attribuée aux hommes et aux femmes de Néandertal. Pourquoi? Parce que lorsque Sapiens est sorti d'Afrique, out of Africa number 2, comme c'est dit dans le jargon scientifique, donc ça correspond à une période, je me suis un peu renseigné, d'il y a une cinquantaine de milliers d'années dans le passé, un truc comme ça. Autour de 50 000 ans, 60 000 ans. Bref, lorsque Homo sapiens a commencé à sortir d'Afrique, eh bien, il a rencontré sur son chemin d'autres individus appartenant au genre Homo, dont Homo neanderthalensis, l'homme de Néandertal, et il a pu s'hybrider avec. Voilà. Nous sommes issus de l'hybridation entre Homo sapiens et Néandertal. Bon, on a quand même beaucoup plus de gènes appartenant à Sapiens, c'est pour ça que nous-mêmes, on se qualifie de Sapiens, mais en réalité, nous avons, je le répète, une fraction de notre ADN qui provient de Néandertal. Et en fonction de où vous êtes dans le monde, eh bien, cette fraction diffère. Si vous êtes plutôt dans les pays asiatiques, il me semble que c'est là où vous pouvez maxer vos gènes appartenant à Néandertal. Et à l'inverse, si vous êtes plutôt en Afrique subsaharienne, eh bien, c'est là où vous minimisez votre appartenance à Néandertal. Voilà, incroyable ça. Pourquoi on parle de Néandertal? Eh bien parce que un nouveau papier est sorti, un papier qui réanalyse d'un point de vue génétique plein d'individus Néandertal qui appartiennent à une gamme, on va dire une échelle temporelle allant de, je crois, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme 120 000 ans jusqu'à les plus récents fossiles de Néandertal, donc c'est 40 000 ans. Puisqu'on rappelle que la disparition de Néandertal se situe autour de 40 000 ans avant notre ère. Une disparition, on va revenir d'ailleurs sur quelles auraient pu être les causes qui ont provoqué la disparition de l'homme de Néandertal. Il y a du Denisova aussi, oui tout à fait. Tout à fait, la Denisova qui est un autre
Alors, individu du genre Homo ou pas, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, Denisova était une espèce de la lignée humaine qui vivait en Asie et qui aussi a pu, quelque part, s'hybrider avec Sapiens. Mais là, ce n'est pas de Denisova dont il s'agit, mais plutôt de Néandertal. Donc bref, je reviens sur l'article. Un article qui, comme je le disais, va faire une caractérisation génétique. Alors, ça s'appelle en termes techniques un séquençage. Séquençage de l'ADN. Alors, c'est pas n'importe quel ADN. Pour être un peu plus précis, il y a différents types d'ADN que vous pouvez analyser et caractériser au sein d'une cellule. Il y a l'ADN classique, on va dire l'ADN nucléaire, c'est comme ça qu'on l'appelle. Pourquoi ? Parce que c'est l'ADN au sein du noyau. C'est l'ADN tel que vous le connaissez, vous le représentez. Souvent, on parle, quand on ne précise pas, on parle de l'ADN nucléaire, c'est-à-dire de l'ADN qui se trouve au sein du noyau, le noyau qui est à l'intérieur de la cellule, d'accord ? Mais il y a d'autres ADN qui existent, notamment l'ADN mitochondrial, qui lui se situe, comme son nom l'indique, dans la mitochondrie, qui est une autre partie de la cellule, d'accord ? Donc là, l'étude, en fait, va comparer plein d'ADN mitochondriaux, du coup, au pluriel, donc qui appartiennent à plein d'espèces, toutes de Néandertal, plein d'individus, pardon, toutes appartenant à l'espèce Néandertal et se distribuant sur des dizaines de milliers d'années, couvrant comme ça, je crois, de 100 000 ans, 120 000 ans à jusqu'à 40 000 ans, jusqu'à leur disparition. Et en fait, en comparant ces différents ADN mitochondriaux, eh ben, on peut retracer l'histoire génétique de Néandertal et voir comment les populations de Néandertal ont évolué aussi génétiquement parlant, comment leur information génétique a changé, comment on peut comme ça distinguer différentes populations de Néandertal puisque leur pool génétique, on va dire, n'est pas tout à fait le même. Et donc tous ces pools génétiques représentent aussi des différences géographiques. Il y a un lien subtil entre la répartition géographique et la nature génétique des individus qu'on trouve. Et donc à partir de toutes ces comparaisons-là, les chercheurs ont réussi à retracer de manière un peu macroscopique, un peu générale, retracer l'histoire générale des Néandertaliens, qui explique aussi comment ils ont fini par disparaître. Voilà. On va discuter aussi de cette disparition-là. Voilà en gros la méthode qu'a employée les chercheurs. Alors plus spécifiquement, l'article de National Geographic met en avant un des spécimens Néandertal qui est un fœtus fossilisé, oui. Alors c'est des spécimens extrêmement rares. De ce que dit l'article, a priori c'est le deuxième, il n'y a que 2 spécimens de fœtus fossilisés qui existent et qui appartiennent à la lignée, en tout cas à la lignée humaine. Et donc c'est parmi les seuls spécimens qui existent, en tout cas de Néandertal. Et en fait, on pense même que ce spécimen, en fait, c'est un fœtus, donc en fait il est pas né. On le rappelle que le fœtus, c'est un stade de développement de l'individu qui n'est pas encore né. On pense que il est malheureusement mort en même temps que la mère qui le portait, sachant qu'on n'a pas réussi à trouver de traces des ossements de la mère. Donc voilà, désolé, c'est le moment un peu triste de la news. Mais donc je ne sais pas, ne me posez pas la question comment ça se fait que le fœtus, lui, a été conservé alors que la mère, non. Aucune idée d'un point de vue purement géologique, fossilisation, comment ça a pu se passer, mais voilà. Comment ils ont pu extraire ce vieil ADN dans un moustique noyé dans la sève ? Eh ben, très bonne question de Gorminator, j'allais y répondre. En fait, il parle des difficultés qu'ont rencontrées justement les chercheurs pour extraire l'ADN mitochondrial. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont extrait le mitochondrial et pas l'ADN nucléaire. Parce qu'il est plus facile d'extraire du mitochondrial que du nucléaire, parce que probablement que le nucléaire peut-être se dégrade plus rapidement, je ne sais pas, c'est pas très bien précisé par l'article ça. Mais en tout cas, ils ont réussi à choper de l'ADN mitochondrial, alors au sein sur des restes du fœtus, sachant que habituellement, quand on extrait de l'ADN des fossiles, on va chercher celui des dents. Le problème, c'est que le fœtus n'avait pas de dents, en fait. Les fœtus n'ont pas de dents. Ces restes ne comprenaient pas de mâchoire entière.
Et il y a aussi les os pétreux. Alors je sais pas ce que ça veut dire pétreux, je suis pas allé voir. Les os pétreux de l'oreille interne sont généralement des réservoirs d'ADN anciens, mais ici, on ne les a jamais retrouvés. Donc en fait, ils ont dû se servir d'ADN mitochondrial qu'ils ont retrouvé sur d'autres os qui sont ni les dents, ni les os pétreux de l'oreille interne, quoi. Et ça a été très difficile pour eux d'exploiter parce qu'il n'y en avait pas beaucoup de cet ADN mitochondrial, mais ils ont quand même réussi, tant bien que mal, à séquencer l'ADN et à avoir des informations. Alors ce fœtus, il date de 55 000 ans avant notre ère. Et en fait, ils ont réussi à mettre en évidence que cet ADN mitochondrial de fœtus était relativement différent de ceux qu'on retrouve chez ce qu'ils appellent les néandertaliens tardifs. Alors les néandertaliens tardifs, c'est quoi? Ça serait en fait les néandertaliens, les derniers représentants néandertaliens qui existaient avant qu'ils s'éteignent il y a 40 000 ans. Donc ça va être les néandertaliens entre 50 000 et 40 000 ans, on va dire. Ça, c'est les néandertaliens tardifs. Et en fait, ce qu'ils ont mis en évidence, c'est que cet ADN mitochondrial du fœtus, il est quelque peu différent. Enfin, en gros, la nature de l'information génétique au sein de cet ADN est sensiblement différent de ce qu'on retrouve chez les néandertaliens tardifs. Ce qui voulait dire que ce fœtus appartenait à une lignée un peu cousine, un peu plus ancienne en fait, que les néandertaliens tardifs, et cousine et différente, quoi. Donc ça montre une forme de diversité qui a pu exister chez les néandertaliens à cette époque-là. Voilà. 57 000 ans donc. Alors quand je dis 55 000 ans avant notre ère, en fait je suis pas sûr que le avant notre ère, oui je crois que c'est avant 1950, je sais plus comment c'est défini exactement. Mais oui, bon après, quand on prend en compte les barres d'erreur, on n'est pas à 1 ou 2 milliers d'années près. Je laisserai les experts en paléontologie me corriger si je me trompe là-dessus, mais bref. Peut-être une fausse couche, ouais. Alors ils ont l'air de dire que, en tout cas, la mère a dû probablement être enterrée en même temps, quoi. C'est ce qu'ils disent. Le fœtus était probablement enterré quand sa mère est morte. Mais ses restes à elle n'ont jamais été découverts. En fait, bon, la phrase est bizarrement tournée. Je sais pas comment vous l'interprétez, ça. Mais... Bon, bref. Donc, cet échantillon de fœtus fossilisé a fait partie, en fait, de 9 autres échantillons fossiles de néandertaliens qui ont été réexaminés pour l'ADN mitochondrial. Je vais y arriver. Et donc, au total, après ces 10 spécimens ont été comparés à 49 autres. Et ils ont pu faire comme ça une sorte... Je ne vous montre pas la figure de la source primaire, mais en gros, ils ont pu comme ça reconstituer une sorte d'arbre phylogénétique. En fait, l'objectif étant de comparer les espèces, comparer les spécimens et voir les liens de parenté qui existent entre les spécimens. Alors, comment on crée un lien de parenté? Bah, en fait, en fonction justement de la similitude ou des différences qui existent entre les différents ADN mitochondriaux. Genre, si tu vois que deux espèces ont des ADN deux spécimens ont des ADN mitochondriaux proches, alors ça veut dire qu'ils sont plutôt apparentés. Et puis si en plus, comme par hasard, ils datent d'une même période, bon bah alors tu peux comme ça savoir qu'à cette période-là, il existait des individus qui partageaient un pool génétique semblable. Donc voilà. Donc ils ont fait ça comme ça sur une dizaine du coup de... Ils ont comparé comme ça une dizaine d'ADN mitochondriaux appartenant à que des néandertaliens, d'accord? Que des néandertaliens. Et ils ont pu retracer comme ça l'histoire des néandertaliens, et en particulier ils ont mis en évidence ce qu'on appelle un goulot d'étranglement génétique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait c'est assez simple à comprendre. C'est que dans l'histoire des néandertaliens, à un moment, ils ont été menacés par l'environnement. Alors ça veut dire quoi plus précisément? Ils ont réussi à dater cet événement à 65 000 ans avant notre ère. C'est quoi? À cette période-là, il y a eu une glaciation toute particulière en Europe qui a poussé les néandertaliens à se réfugier dans le sud-ouest de l'Europe, en particulier en France en fait. Voilà. La France a été un refuge. Le sud-ouest français a été un refuge il y a 65 000 ans pour des néandertaliens qui en fait ne pouvaient plus supporter le froid glaçant de cette période glaciaire. Donc ils se sont réfugiés dans un endroit un peu plus chaud, le sud-ouest de la France. Big up à tous les sud-ouestiens français d'ailleurs si vous m'écoutez.
Et voilà, sachez que votre lieu de résidence a été un lieu de refuge pour ces Néandertaliens qui ont fui le froid. Et donc, pourquoi on sait ça? Parce qu'en fait, c'est pour ça que ça parle de goulet d'étranglement. Parce qu'en fait, on a eu une concentration de Néandertaliens à cet endroit-là. Et en fait, cet endroit a été un endroit, du coup, d'échange génétique et aussi finalement de début de consanguinité, si vous voulez. Le problème d'avoir une population qui se restreint à un seul et unique endroit, c'est que on va avoir tendance à avoir justement une concentration au fur et à mesure du temps. Si cette population reste à ce même endroit pendant des milliers d'années, et ce qui va se passer, c'est que génétiquement parlant, on va pas avoir une grande diversité. Les individus vont avoir tendance à s'échanger le même matériau génétique à force de se reproduire ensemble. Et donc, ça crée un goulot d'étranglement d'un point de vue génétique. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec une réduction de la diversité génétique. Et qui dit réduction de la diversité génétique dit aussi risque pour la santé. Ça aussi, c'est un rappel peut-être important à faire pour vous. Mais en fait, pour qu'une population aura tendance à survivre, aura tendance à mieux survivre si le pool génétique est diverse. Si tu as de l'ADN entre les différents individus qui est très différent, alors tu augmentes la survie de l'espèce. Pourquoi? Parce que s'il y a un changement brutal d'environnement, s'il y a des menaces qui apparaissent et qui vont tuer certains individus parce qu'ils auront une génétique entre guillemets un peu faible par rapport à l'environnement, peut-être ces individus meurent, mais ceux qui ont une génétique un peu différente vont survivre. Donc en fait, plus tu as, on va dire, une diversité génétique, plus tu as une espèce résiliente, on pourrait dire ça comme ça, une espèce qui est capable de résister, capable de survivre à des changements d'environnement, à des menaces environnementales en tout cas, qui peuvent mettre à mal la population. Alors qu'à l'inverse, si tout le monde se ressemble sur le plan génétique, il suffit qu'il y ait un pathogène qui tue un individu ou quelques individus pour que ce même pathogène tue tout le monde en fait. Parce que tout le monde a le même code génétique, donc tout le monde a le même système immunitaire si vous voulez, et donc tout le monde crève quoi. Et donc le problème du goulet d'étranglement, il est là, c'est que si tu fais en sorte que tous les individus se rejoignent au même endroit et qu'il y a une homogénéité qui se crée du profil génétique, alors la population devient plus fragile, moins résiliente dans la suite, dans les milliers d'années, les dizaines de milliers d'années qui viennent après. Donc on a ce goulet d'étranglement génétique qui a lieu il y a 65 000 ans. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'après cette période de refroidissement particulier qu'il y a eu dans l'histoire de la Terre, le froid est reparti, si vous voulez, et les Néandertaliens, ils se sont redispersés en Europe. Donc ils se sont concentrés dans le sud-ouest de la France, ensuite, paf, ils se sont redispersés en Europe. Et donc là, avec cette redispersion, c'est là où on a commencé à revoir un peu plus de diversité. C'est pour ça qu'on a vu chez, par exemple, l'embryon néandertal, on a vu une diversité au niveau de son ADN mitochondrial. On a vu des différences par rapport à d'autres néandertaliens de la même période. Mais tout de même, malgré cette rediversification qu'il y a eu après 65 000 ans, on peut dire un peu le mal est fait, entre guillemets, c'est-à-dire que ça a commencé à fragiliser l'espèce. Voilà. Ça a fragilisé l'espèce parce que ça a concentré, encore une fois, son pool génétique. Et bienvenue à tous ceux et celles qui viennent d'arriver. Éventuellement, je ferai un résumé à la fin. Désolé, je lis pas trop le chat parce que j'essaie de me concentrer un max sur la news, qui n'a pas été facile pour moi de comprendre, mais grosso merdo, c'est ça. Grosso merdo, c'est l'idée qu'il y a une fragilisation de l'espèce néandertale à cause de ce goulet d'étranglement génétique qui a eu lieu il y a 65 000 ans, malgré après la rediversification qu'il y a eu par la suite de Néandertal dans le reste de l'Europe, ça a commencé à fragiliser. Et donc après, l'article aborde aussi la fin de vie de Néandertal, donc c'était il y a 40 000 ans que l'espèce s'est à peu près éteinte. Avant ça, ils expliquent qu'autour de 42 000, 45 000 ans, il y a eu un autre effondrement démographique à cause, ils pensent, de variations environnementales. Donc maintenant, voilà, on pourrait se demander pourquoi Néandertal s'est éteint et a laissé la place à Sapiens, qui a pris après le contrôle entier du monde. Les raisons, comme vous avez pu le comprendre, sont liées entre autres à la génétique, au fait que malheureusement, peut-être que Néandertal n'avait pas un bagage génétique aussi divers
que ce que pouvait avoir Sapiens, par exemple, pour réussir à tenir le coup face à des variations environnementales intenses. Et en plus de ça, on se doute que peut-être Sapiens a joué un rôle aussi dans l'extermination de Néandertal. Même si, encore une fois, ce n'est pas soit l'une soit l'autre des causes, mais probablement un mélange de causes qui a pu pousser Néandertal à l'extinction. Voilà, donc pour résumer, là j'ai fini le gros des résultats qui sont présentés dans l'article, c'est ça. Pour résumer, la news en question met en évidence un goulet d'étranglement génétique qui aurait eu lieu il y a 65 000 ans, qui coïnciderait avec une période de l'histoire de la Terre où il fait particulièrement froid en Europe, où la glaciation avance et force les populations néandertales à se réfugier dans des zones géographiques très restreintes, ce qui va du coup provoquer, on va dire, une homogénéisation de leur pool génétique, ce qui va fragiliser l'espèce et qui va participer justement à sa lente extinction qui a eu lieu après des dizaines de milliers d'années plus tard, quoi. Voilà. Pour finir sur une extinction totale qui a lieu autour de 40 000 ans, pour laisser place, comme je le disais, à Sapiens, qui a dominé après le reste du monde. Voilou. Je vais m'arrêter là parce que c'est à peu près tout pour l'article de ce que j'en ai compris en tout cas. Je suis pas rentré plus dans les détails parce que moi-même, je suis vraiment pas expert en matière de comparaison génétique, génomique et compagnie et les approches d'ADN mitochondriaux. Voilà, c'est trop technique pour moi. J'ai pas les formations nécessaires pour comprendre plus en détail. Mais voilà, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ADN mitochondrial, ça a été le point clé, les éléments clés sur lesquels se sont basés les chercheurs pour retracer l'histoire génétique des populations néandertaliennes et pour mettre en évidence justement pourquoi ces populations se sont fragilisées avec les arguments qu'on a vus un peu plus tôt. Voilà, je vous laisse là YouTube. On reste ensemble Twitch puisque on doit continuer de streamer au moins jusqu'à 16h. Je te fais des bisous et YouTube et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!